à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et tout de suite après l'humour, le sérieux, l'information, notre invitée au micro d'Eva Soto, c'est Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Eva Soto. Vous qui avez été ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997, très engagée depuis toujours dans la défense de l'environnement. Pourquoi, d'après vous, cette prise de conscience est si tardive concernant le réchauffement climatique, en tout cas de ce qu'on en entend ? Je pense que les gens ne sont sensibles qu'à partir du moment où ils sont directement concernés. Lorsqu'il y a 25 ans, j'ai commencé à parler du dérèglement climatique à un niveau qui était sans commune mesure avec ce que nous connaissons actuellement, puisqu'à l'époque, je rappelle quand même que le GIEC envisageait 1,5 degré d'augmentation de la température à la fin du 21e siècle, c'est-à-dire en 2100. Les 1,5 degré, on les aura atteints probablement en 2030. Et on est aujourd'hui, je le rappelle, en moyenne sur toute la planète, mer et sol à 1,1 degré. Nous, en France, on est plutôt du côté de 1,5, 1,6, 1,7, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est parce que les gens le ressentent dans leur propre vie, leur propre corps, qu'ils se rendent compte de l'urgence du problème. Jusque-là, c'est resté quelque chose de lointain et pour certains de faux. Parce que n'oublions pas que nous avons été soumis à un espèce de lavage de cerveau par les climato-sceptiques pendant des années qui disaient que ce n'était pas vrai. Alors justement, Corinne Lepage, vous avez œuvré depuis toutes ces années pour le concept de justice climatique. Qu'est-ce que c'est ? La justice climatique, c'est quelque chose qui a débuté il n'y a pas très longtemps, en 2017, après les accords de Paris, lorsque des associations hollandaises ont saisi pour la première fois la justice pour demander à ce que l'État hollandais soit contraint de faire des efforts plus importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce mouvement-là est un mouvement qui s'est développé sur toute la planète. Il y a plus de 2000 procès aujourd'hui dans le monde contre des États, mais aussi contre des entreprises, soit parce qu'elles font du greenwashing, de l'éco-blanchiment, soit parce qu'elles sont jugées responsables de la situation, parce qu'elles ont émis beaucoup de gaz à effet de serre, soit encore parce que, et ça c'est une nouveauté, qui est hollandaise aussi de l'année dernière, soit parce qu'elles doivent être condamnées par la justice à faire des efforts de réduction massifs de gaz à effet de serre. Actuellement, vous l'avez dit, en France, en Europe, on est à plus 1,5 degré, plus 1,6 degré, plus 1,7 degré. Alors, il y a des différences dans le globe. Et puisqu'on est ici sur Radio J, tous les jours, on donne la météo en Israël. Et alors, du coup, nous, en France, on a des canicules importantes. Et finalement, dans des pays comme Israël, beaucoup moins. Comment ça s'explique, cette différence ? Alors, Israël a de la chance parce que quand même, les pays aujourd'hui qui sont les plus touchés, c'est les pays du Moyen-Orient et les pays des zones tropicales. Vous voyez, alors, il y a des incendies terribles, on le voit en Californie, même si c'est pas directement une zone tropicale, mais vous avez des températures qui dépassent allègrement les 50 degrés, dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats. L'Iran, je crois, il y a 2-3 ans, il y avait eu 60 degrés. On se rend peu compte ce que c'est c'est invivable. Et alors, il faut bien comprendre que le problème auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée est un problème d'habitabilité. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Lorsque il fait très chaud, mais que vous pouvez transpirer, c'est-à-dire que c'est une chaleur sèche, votre corps peut supporter des températures relativement élevées. Il ne faut quand même pas rigoler du côté de 60 degrés, effectivement. 45, 50, on peut à la limite le supporter. En revanche, lorsque vous avez beaucoup d'humidité, avec une très forte température, vous ne pouvez plus transpirer. Et si vous ne pouvez plus transpirer, vous mourrez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2 zones dans le monde qui sont devenues invivables à cause de ce cumul.
Il y en a une au Pakistan et une autre au Moyen-Orient, je crois que c'est en Arabie Saoudite. Mais ce sont des zones qui vont se démultiplier. Et il faut bien comprendre que ce que nous, humains, ne parvenons plus à faire, c'est-à-dire respirer, transpirer, la nature, c'est la même chose, et notamment la forêt. Les arbres ont un système d'évapotranspiration comme nous-mêmes. S'il fait trop chaud, ça ne marche pas. Alors, Corinne Lepage, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Parce qu'effectivement, le réchauffement climatique, il est là, il a même de l'avance par rapport, vous le disiez tout à l'heure, par rapport aux prévisions. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Parce que, quand il fait chaud, il y a la clim, parce qu'on a besoin d'air frais. La clim, ça renvoie de l'air chaud à l'extérieur. On a aussi des problèmes urbains dans les villes. Il fait beaucoup plus chaud dans une ville que dans un endroit où il y a de la nature. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien contre ça? Eva Soto, on a 2 choses à faire. La première, c'est de faire tous nos efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut bien comprendre que ce qui va se passer À vos souhaits. dans les 10 ans qui viennent, 15 ans qui viennent, est déjà écrit. C'est-à-dire, c'est le résultat de nos émissions depuis 30 ou 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas exactement où on va aller, mais très probablement à une moyenne planète de 1,5 degré pour 2030, 2035. Ça veut dire que... On ne peut rien faire pour l'empêcher. Ça veut dire que ça, en 2035, l'été moyen, il fait quelle température? Je ne suis pas climatologue, mais très probablement des épisodes climatiques comme ceux que nous vivons seront, si ce n'est la normale, du moins extrêmement fréquents. Par contre, nous pouvons faire des efforts pour essayer de glaner quelques degrés en quelques dixièmes de degrés en moins, car chaque dixième de degré compte. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui va devenir essentiel, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut que nous changions nos modes de vie pour pouvoir supporter cette transformation climatique. Ça veut dire que, par exemple, il va falloir débitumiser nos villes, en casser le goudron, mettre d'autres procédés pour qu'on puisse rouler quand même, probablement avec de l'herbe et des grilles dessus, pour récupérer des espaces naturels et créer des forêts urbaines. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer des forêts urbaines dans des villes qui sont extrêmement denses? C'est pas facile, mais il va falloir le faire. Il va falloir vivre autrement, travailler probablement à d'autres heures, l'été, pour pouvoir souffler aux heures où il fait très chaud. Il va falloir nous déplacer différemment. La climatisation sera nécessaire, mais il faudra la limiter et l'accompagner d'énergies renouvelables qui la produisent. Voilà. Il y a énorme. Je vous donne ces petits exemples-là, mais c'est toute notre vie qui va être impactée, avec l'espoir de créer une espèce de cercle vertueux entre les mécanismes d'adaptation que nous mettrons en place et les mécanismes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, on l'a vu pendant la crise du Covid et notamment pendant les confinements. Les confinements, ça a été très bon pour l'environnement. Mais du coup, après, une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas sortir de chez soi, pas se déplacer, utiliser presque le moins d'air possible, comme on l'a fait à l'époque. Est-ce que c'est possible de cumuler ces changements tout en restant, parce que c'est ce qu'on entend aussi de la part de pas mal de personnes, tout en restant dans une vie finalement agréable? Eh bien, nous avons à inventer notre mode de vie agréable. Ça ne veut pas dire ne pas se déplacer, mais ça veut dire, par exemple, dans les villes, aller principalement en moyens de transport collectif, qui peuvent être des autobus, qui peuvent être le métro, qui peuvent être des taxis abordables, le vélo, par exemple, quand il ne fait pas trop chaud, évidemment. Ça veut dire que aller passer le week-end au bout du monde, on va oublier. L'avion fini. Non, pas l'avion fini, mais des avions beaucoup moins et pour des périodes
relativement longue de manière à économiser les déplacements. Cela veut dire aussi très probablement démultiplier tout ce qui est téléconférence, visioconférence, pour précisément ne pas utiliser des déplacements dont on a Corinne Lepage, vous avez été ministre de l'Environnement entre 95 et 97. On a dit au début de cet entretien, finalement, on se rend compte maintenant que c'est l'urgence climatique parce qu'on y est confronté. Vous, depuis les années 90, vous en parlez de ça. Vous avez été au cœur du système, j'ai envie de dire, puisque vous avez été ministre de l'Environnement. Les militants, ceux qui militent pour l'environnement, déplorent les avancées sur ces terrains-là, notamment les décisions du gouvernement, etc., qui sont trop lentes. Vous qui avez été au cœur du réacteur, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? D'abord, la conviction qu'il y a urgence. Et ça, c'est quand même relativement récent. Je dirais une dizaine d'années, pas plus. Grenelle, pour avoir une date de référence dans l'esprit de nos concitoyens. 2007-2008, ça fait 15 ans. Deuxièmement, les intérêts économiques. C'est-à-dire que toute l'économie, je dirais, qui est assise sur les énergies fossiles, le pétrole, le transport, une partie du BTP, tout ça, ce sont des industries qui ont été vent debout contre la transformation. Et puis, je dirais nous tous, tout simplement parce que personne n'a envie de changer sa manière de vivre. Et que ceux qui ne pouvaient pas voyager comme certains pouvaient le faire n'avaient qu'une envie, c'est le faire comme les autres le faisaient, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi, et je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est changer d'imaginaire. Vous parliez tout à l'heure d'avoir une vie agréable. Comment imagine-t-on notre vie agréable avec une vie décarbonée ou largement décarbonée? C'est à inventer. C'est à inventer dans notre esprit à chacun. C'est-à-dire pas se dire qu'on va vivre moins bien, mais se dire qu'on va vivre autrement et qu'on va redécouvrir des moments de bonheur, des moments d'agrément que nous avions d'une certaine manière perdus par le type de mode de vie que nous avions adopté. Merci beaucoup Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement entre 95 et 97 et très engagée depuis toujours dans la défense de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Bonne journée. Au revoir.